Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom, et au programme aujourd'hui, une partie d'échecs extraordinaire d'une légende de notre loisir et sport cérébral, non ce n'est pas moi, j'ai nommé le Yougoslave Svetozar Gligorić. Né en 1923 et décédé en 2012, Gligorić a profondément marqué les échecs yougoslaves et même mondiaux. Grand maître international en 1951, triple candidat au titre de champion du monde, duodécuple champion de Yougoslavie, c'est-à-dire 12 fois, excusez du peu, quadruple vainqueur du fort tournoi de Hastings, double champion de Mar del Plata, multiple représentant de son pays aux Olympiades d'échecs et j'en passe, Gligorić compte parmi les joueurs du siècle passé au palmarès les plus prestigieux. Comment oublier ses pugilats tactiques sur le ring sexagésimal contre l'États-Unien Bobby Fischer ou son chef-d'œuvre de 1970 joué face au tigre Petrosian. Parler des échecs sans évoquer Gligorić, c'est comme parler des femmes sans évoquer la beauté. C'est possible, mais on se rend vite compte qu'on a oublié quelque chose. Il me reste à vous souhaiter un excellent visionnage et n'oubliez pas, restez bien jusqu'à la fin parce qu'une petite surprise vous attend. Dans cette partie, jouée lors de la 16e ronde du fort tournoi de Palma de Mallorca le 12 décembre 1968, Gligorić avec les Noirs est opposé au septuple champion d'Espagne Antonio Ángel Medina Garcia qui décide de débuter par E4. Gligorić répond la symétrie E5 et après cavalier F3 qui vient attaquer le pion en E5 et cavalier C6 pour venir le défendre, fou B5 est joué et nous avons la position de départ de notre partie espagnole pour un septuple champion d'Espagne, ça tombe bien. Donc ce que je vous propose ici, c'est de suivre la partie au prisme des différentes ramifications espagnoles, de telle manière que vous ayez une vision d'ensemble des variantes existantes et de ce qu'il est possible de jouer si vous voulez vous lancer dans l'exploration du continent espagnol. Donc après fou B5, quelles sont les principales possibilités ? Donc déjà, pléthore de choix, on a cavalier F6, la défense dite berlinoise, remise au goût du jour par Vladimir Kramnik dans son match pour le titre suprême contre Garry Kasparov en 2000. Sinon, on a fou C5, la fameuse défense dite classique ou cordelle de l'espagnol. On a également cavalier GE7, la défense Cosio. On a G6, du nom du champion du monde, de l'ex-champion du monde Vassili Smyslov. Donc cette défense avec G6, avec le fianchetto, s'appelle la défense Smyslov. On a également D6 qui porte le nom cette fois du premier champion du monde officiel du jeu d'échecs Wilhelm Steinitz. Donc D6 s'appelle la variante, la défense Steinitz. Également on a cavalier D4 qui caractérise la défense Bird. Et enfin on a ce petit coup venimeux F5 qui s'appelle la défense Schliemann ou Gambit Géniche. Mais après le coup fou B5, c'est l'ancien coup le plus populaire qui a été joué, c'est-à-dire A6, la défense Morphy, posant directement la question au fou. Donc après A6, deux possibilités pour les blancs. Dans la partie, c'est fou A4 qui a été joué le grand coup. Mais je précise évidemment que la variante d'échange à base de fou prend C6 est tout à fait possible. Mais attention, je le répète encore une fois, les blancs ne gagnent pas de pion puisque après cavalier prend E5, il y aurait le petit coup pénible dame D4 qui vient exercer une double attaque sur le pion et le cavalier. Et après un coup comme cavalier F3, dame prend E4 échec, récupère le pion. Mais après A6, c'est le grand coup fou A4 qui a été préféré. Maintenant cavalier F6, on développe le cavalier, on fait pression sur E4 et maintenant les blancs choisissent de roquer. C'est le grand coup théorique dans cette ligne, mais je précise évidemment que D3 protégeant le pion E4 est également possible. Après petit roc, Gligorić a joué son coup favori, à savoir fou E7, qui caractérise la variante fermée de l'espagnol, mais je précise évidemment que cavalier prend E4, prenant le pion est tout à fait théorique. Il s'agit de la variante dite ouverte de l'espagnol. J'ajoute que fou C5 existe aussi, c'est ce qu'on appelle la défense Müller. Mais après petit roc, Gligorić a joué fou E7, la variante dite fermée de l'espagnol, et maintenant tour E1, protégeant le pion E4, et cette fois, on menace fou prend C6, suivi du gain du pion en E5, puisqu'on ne pourra pas se venger sur E4 protégé.
Raison pour laquelle les noirs chassent le fou par B5, maintenant fou B3. D6 a été joué, qui vient consolider le point central en E5, mais je précise bien entendu que petit roc existe, c'est tout à fait jouable. Et après le grand coup qui est C3, il y a D5, le fameux Gambit Marshall, dans lequel on donne un pion avec l'idée d'avoir une très forte attaque sur le petit roc des blancs. La position du Gambit Marshall commence à partir de D4 et maintenant fou D6, tour E1 et dame H4 qui vient attaquer H2 et donc le petit roc des blancs. Évidemment, le Gambit Marshall n'étant pas du goût de tout le monde, surtout pour les gens qui n'aiment pas se faire attaquer. Je précise que après petit roc, il y a H3, mais également le coup très à la mode A4 qui existe, qui rentre dans la catégorie dite des anti-Marshall et qui permettent d'éviter ce dernier si jamais il vous fait peur. Mais dans la partie, Grigorić a joué plus dans son style, plus conservateur, et il a choisi D6, indiquant qu'il n'y aura pas de Gambit Marshall. Les blancs ont continué par le classique C3, indiquant leur volonté de pousser D4. Les noirs ont roqué et maintenant les blancs se décident pour le classique H3, un petit louvre très intéressant qui ici prend tout son sens. L'idée ça va être de jouer D4, mais les blancs désirent préparer cette poussée, puisque si un fou venait en G4 attaquer le cavalier et surtout le clouer, ce cavalier se retrouverait mal en point pour bouger, or il aide au contrôle de D4, raison pour laquelle les blancs se prémunissent d'abord contre la venue de ce fou en G4, pour réaliser la poussée centrale D4 dans les meilleures conditions possibles. Après H3, nous avons atteint le dernier grand carrefour, mais je vous assure qu'après la partie commence, comme quoi vous voyez que l'espagnol est très théorique. Ici, après le petit louvre H3, il existe 4 grands coups. Le premier, c'est évidemment cavalier A5, qui vient attaquer le fou, c'est ce qu'on appelle la défense Chigorin. Et en même temps, je libère mon pion C pour venir lutter pour le contrôle de la case noire centrale en D4. Vous avez la même idée avec cavalier B8, la défense Breyer. L'idée c'est de recycler le cavalier sur D7 et pouvoir pousser C5 ensuite. Vous avez également le coup joué par Karpov contre Kasparov pendant leur match de championnat du monde en 1990, le coup fou B7, la variante Zaitsev. Et enfin le coup qui a été joué dans la partie, le coup H6. L'idée c'est quoi? C'est de venir empêcher une pièce de venir sur G5. Cette défense porte apparemment aussi le nom de Smyslov. Et on va pouvoir avancer de quelques coups. Les blancs jouent D4, ils prennent le centre, c'est normal. Tour E8, cavalier BD2, fou F8. Et je voudrais que nous nous arrêtions un instant dans cette position pour dire un mot d'ordre général sur les plans des deux camps. Les blancs vont souvent attaquer le roi en faisant transiter leur cavalier par le fameux chemin espagnol via F1, G3 puis F5, d'où il sera bien placé pour mener une attaque sur cette aile. Un autre chemin possible pour ce cavalier pourrait être toujours en F1, puis venir à la place sur E3, d'où il pourra toujours transiter vers F5, mais il pourra également venir sur la case blanche centrale D5, et c'est un autre type de jeu tout aussi intéressant. Une des spécificités de l'espagnol étant sa richesse, les blancs peuvent tout à fait opter pour le jeu à l'aile roi susmentionné, mais ils peuvent également se déporter vers un jeu plutôt stratégique à base de A4 et jouer ainsi à l'aile dame, où ils vont venir essayer d'ouvrir la colonne A au profit de leur tour et essayer d'affaiblir par là même le pion B5 des noirs. Enfin, les blancs peuvent se décider dans certaines occasions à pousser le pion en D5, fermer le centre et annexer de l'espace. Venons-en au plan des noirs. En jouant fou F8, les noirs ne bloquent plus l'accès de la colonne E à la tour, ou plutôt l'accès aux cases centrales de la colonne E. Souvent, les noirs vont faire suivre par G6, fou G7 pour mettre leur fou de case noire en fianchetto, d'où il rayonnera sur la grande diagonale noire. En même temps, il aidera un peu plus à consolider la position du roi, un petit peu affaibli par l'avancée du pion en H6. Je note que depuis G7,
G7, le fou protège toujours le pion H6. C'est quelque chose d'important à noter. Et souvent, le cavalier va être bougé. On dit qu'il va être recyclé. Par exemple, via B8, comme on l'a vu tout à l'heure avec la Breyer. Ou alors, il va venir en A5, gagner un temps sur le fou espagnol. Et les noirs vont faire suivre par C5 pour essayer d'attaquer directement le centre blanc. Une des idées de jouer G6, c'est aussi de soutenir une éventuelle poussée ultérieure en F5 pour les noirs. Quant au fou de case blanche, eh bien, on va attendre de voir un peu où il va aller. Peut-être sur B7, d'où il attaquera directement E4. Raison d'ailleurs pour laquelle souvent les blancs jouent D5 pour jouer contre ce fou de case blanche. Ou alors on va essayer de le garder sur cette diagonale-ci, par exemple en le mettant sur D7. Maintenant que l'espagnol n'a plus aucun secret pour vous, on va pouvoir avancer. Donc les blancs jouent cavalier F1. Évidemment, pas E prend D4 qui pourrait être tentant en se disant, eh bien on va gagner le pion, puisque surviendrait la peau de banane assez désagréable, fou D5. Là encore, un thème espagnol, la fourchette sur D5 qui attaque les deux cavaliers. Celui-ci en E4 est en partie attaqué par la tour en E1. Raison pour laquelle après cavalier F1, les noirs ne gagnent pas le pion E4. Et à la place, ils ont joué fou B7 pour venir attaquer sur la grande diagonale blanche, notamment le pion E4. Et maintenant, on va assister au déroulement des plans respectifs. Après cavalier G3, cavalier A5 qui vient attaquer le fou, qui recule en C2. Cavalier C4, on va aller chercher l'avant-poste sur C4, utile surtout pour notre cavalier. Pourquoi pas? Fou D3 et cavalier B6. On comprend que Grigorich n'ait pas eu envie de se faire prendre le cavalier, ce qui aurait conduit, par exemple, tour C8, fou prend C4, B prend C4, à une dégradation, un affaiblissement de sa structure, d'autant que maintenant le pion est attaquable par la dame en E2. Après cavalier B6, fou D2, C5 et D5. Alors je me dois d'expliquer pourquoi ce coup à cet instant précis, parce que les noirs ont déjà joué leur pion C. Imaginez que les noirs n'aient pas joué leur pion C, par exemple ils vont jouer tour C8, et que maintenant les blancs jouent D5, et bien les noirs ont toujours à leur disposition le petit coup C6 qui viendrait attaquer le pion D5. Donc par exemple on va jouer C6, soit on va prendre, mais cela libère le jeu des noirs, je pense que vous êtes d'accord, ou alors on ne va pas prendre, mais on ne peut pas jouer le pion en C4 à cause du pion B qui le capturerait, et donc on voit que le centre des blancs est instable, raison pour laquelle les blancs attendent tout le temps le coup C5 pour pouvoir jouer D5 eux-mêmes. Ce qui nous permet de comprendre le coup suivant de Grigorich qui recycle son fou sur C8. B3 de la part des blancs pour empêcher la venue d'un cavalier en A4. Les noirs jouent C4, fou F1, fou D7, cavalier H2 et dixit l'ordinateur. Les blancs ont raté l'occasion de prendre un bon avantage avec fou E3. Donc cavalier H2, tour C8 pour tenter d'ouvrir la colonne C, mais les blancs ferment par B4 et du coup le cavalier maintenant saute sur A4 puisque cette case vient d'être libérée. Un très bon jeu stratégique en somme de la part de Svetozar Grigorich qui se donne, vous le voyez, les moyens d'exploiter son avantage positionnel, soit par l'ouverture d'une colonne, soit si on ferme, la possibilité d'obtenir des cases faibles en retour. Maintenant, les blancs se dirigent vers F3 avec leur dame et je précise que l'ouverture de la colonne F par F4 qui fait envie n'est en fait pas bonne puisque après E prend F4, fou prend F4, cavalier prend C3, perd tout simplement un pion. Dans la partie, les blancs se sont plutôt dirigés vers F3 avec leur dame. Maintenant, G6 de la part des noirs. Fou E2, fou G7. On redéploie le fou en fianchetto, c'est logique. Et H4 de la part des blancs qui tentent de trouver du jeu sur la colonne H. Grigorich, en bon joueur d'échecs, anticipe et vient jouer cavalier H7. Et l'idée, on la voit juste après, c'est qu'après H5, les blancs ne tiennent plus la case G5. Raison pour laquelle les noirs redéploient leur cavalier sur cette case avec l'idée d'attaquer la dame qui, à cause du fou E2, manque de case. Alors on comprend que fou prend G5, donnant le bon fou et développant gratuitement la dame n'ait pas été choisi dans la partie, mais c'était sans nul doute la meilleure tentative pour espérer tenir. À la place, les blancs ont choisi le perdant dame 3 et une des idées d'avoir joué cavalier H7, c'est que maintenant F5 est possible et les noirs le jouent avec la menace mortelle de F4, fourchette entre la dame blanche et le cavalier en G3.
Acculé, les blancs jouent dame à 7, seule case sur laquelle la dame blanche est à l'abri. Il va sans dire que E prend F5 à la place de dame à 7 ne va pas du tout puisque G prend F5, toujours avec la menace de F4 et cette dame où va-t-elle, on se le demande, et en même temps les noirs ont obtenu maintenant un centre mobile de pions, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas pour arranger les affaires des blancs. Et bien sûr, après F5, si H prend G6, F4, merci, au revoir. Donc dans la partie, les blancs ont joué le seul coup, à savoir dame à 7. Maintenant F4 de la part des noirs qui ne se laisse pas prendre le pion en F5 et attaque le cavalier. Celui-ci recule sur la bien triste case F1. Maintenant tour A8 pour attaquer la dame et en même temps on vient protéger par rayon X le pion A6 attaqué par cette même dame blanche qui vient en B7. Et maintenant vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher et trouver le dernier coup de la partie, après lequel les blancs abandonnent. A tout de suite. Et ici, rien de mystérieux, les noirs ont tout simplement joué tour E7, menaçant fou E8, après quoi on se rend compte que la dame est attaquée et perdue. Par exemple, après tour E7, un coup comme tour AD1 permettant de ramener du matériel en jeu pour les blancs, simplement fou E8 de la part des noirs, et regardez, cette dame blanche est attaquée par la tour noire sur E7, et où va la dame? N'importe où qu'elle aille, elle est enfermée, et vous voyez ce petit thème positionnel et tactique d'enfermement de pièces, qui plus est de dames, est très sous-estimé et faites bien attention dans vos parties que ça ne vous arrive pas, voire même si une pièce adverse s'aventure dans votre camp, regardez bien si elle peut en ressortir. Voilà, donc après tour E7, les blancs ont abandonné ne sachant que faire face à la perte imminente de leur dame. Et j'espère que vous êtes arrivés entiers et vivants jusqu'ici, qu'il vous reste assez de force pour répondre à la fameuse question: avez-vous remarqué de quelle surprise est-ce que je voulais parler quand j'en évoquais une en début de vidéo? Si vous refaites défiler la partie depuis le début, vous vous rendrez compte que dans cette partie, ni échange, ni capture, ni échec n'ont eu lieu d'un côté ou de l'autre. Ce qui signifie au bas mot que Grigorich a réussi le tour de force de gagner sans aucun échange, sans aucune capture, sans aucun échec. C'est purement génial. Écoutez, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée aura été instructive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher votre petit pouce bleu. Ça fait plaisir pour récompenser ce travail. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!